30 reviews en 30 jours. Yes, sir. Et je ne suis pas tout seul. Oh, il y a Benny the Boulet. Je suis accompagné de mon petit taureau. Magnifique, un taureau roux. On n'en voit pas beaucoup, mais celui-là, il est magnifique. Écoute, c'est pas une peluche, hein, c'est un truc pour tenir les portes, tu sais, un truc lourd. Oh, c'est mignon. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait, une vachette. Elle est top à la vachette. Pour les spécialistes de l'Écosse, on appelle ça un beau tartran, hein, vraiment. Regarde comment c'est beau, ça c'est irlandais ou c'est écossais, ça fait voir le dessus de la tête. Attends, ouais, vas-y dans l'axe. Ah d'accord, ok, je vois. C'est écossais ça. Ça on est en Écosse. Non ? Ouais. On est bien bon, on est dans Braveheart comme on dit. C'est les 30 reviews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré, même quand il est confiné. N'oubliez pas de vous laver les mains et de rester chez vous. Même s'il n'y a pas la NBA, Trash Talk est avec vous tous les jours. Il y a une review qui tombe. N'hésitez pas aussi à aller sur le site de Trash Talk pour aller checker tous les petits articles qu'on envoie à chaque fois sur les franchises, sur le quotidien. Ça envoie du lourd, il y a du dossier, il y a aussi un petit peu de old school, et puis évidemment vous retrouvez les quelques news breaking du moment, vous les retrouvez évidemment sur le site aussi. C'est ça, donc si LeBron a pris sa douche, vous aurez tout le temps Ben, voilà, Giovanni, Nico et toute la clique qui seront là pour vous donner toute l'actu. On leur fait des bisous au passage. C'est le classique, hein, les 30 reviews en 30 jours. On a déjà fait plusieurs franchises, on enchaîne. On l'a dit dans la vidéo d'Enix que là... On est dans les profondeurs abyssales, c'est compliqué, on sait qu'en ce moment les gens sont en galère, on ne vous aide pas avec ce genre de preview, mais on va faire de notre mieux, hein Alex ? Ouais, on va faire de notre mieux, on va... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein ? Il y a un moment donné où il faut faire tomber les infos. Hein. Ah bah, il y a un moment, on appelle un chat, et donc les Bulls, c'était vraiment pas top cette saison. Et chaque review commence forcément avec un coup d'œil dans le... rétroviseur. Tout à fait. 22 victoires pour 46 défaites, à peu près. J'ai pas le. C'est pas 22 victoires, 43 défaites. 22 victoires, 43 défaites. Ils sont 11e de l'Est. C'est ça. Ils ont une des attaques les plus dégueu de la ligue. Hein. Ils sont 27e au rating offensif. C'est ça. Et alors, quand on fait tout le coup d'œil dans le rétro, on est obligé de commencer par les projections qu'on se faisait avant la saison. Il y avait une petite hype qui était autour des Bulls parce qu'on voyait l'évolution de Zach LaVine, on voyait les prémices de Wendell Carter Jr., il y avait le draft de Kobe White, il y avait l'année encore supplémentaire de Lauri Markkanen, on avait eu une demi-saison de Jim Boylen, et donc on pouvait voir potentiellement ce que ça pouvait donner avec un camp d'entraînement. Non. Bon, Jim Boylen, on peut pas dire qu'on était hyper confiant, hein. Faut pas non plus exagérer. Mais on lui donnait quand même la possibilité de s'exprimer pendant un camp d'entraînement, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, si ça se trouve, sur un malentendu, Jim Boylen, peut-être il peut quand même permettre d'essayer de contribuer au développement de cette jolie base de jeunes joueurs, quoi. Voilà. Et malheureusement, même s'il y a eu du Thomas Satoransky de signer, même s'il y a eu du Thaddeus Young de recruter, même si on a cru à un retour d'autoporteur, eh bien la saison a été vraiment trop compliquée. Déjà, je ne veux pas donner d'excuses à Boylen ou quoi que ce soit, mais peu de franchises ont eu autant de joueurs importants blessés que les Chicago Bulls quand même. Non, c'est clair, au niveau de l'infirmerie, il n'a pas eu de chance. Franchement, il n'a jamais eu vraiment son roster au complet. Voilà. Jamais. Trop tendu pour Boylen, trop tendu du coup pour les joueurs qui ont besoin de base, de repères au quotidien, que ce soit à domicile comme on the road, de savoir à quoi va ressembler le 5 majeur des Bulls ce soir. Et on est obligé d'y venir quand on fait le coup d'un rétro, à quoi vont ressembler les rotations. Tout à fait. Et avant même de se poser la question rotation, il y a quand même un petit point quand même bien positif à mentionner quand même. J'allais y venir. Défensivement, ça a été pas trop mal. C'était pas mal. Il y a eu des séquences intéressantes, des gars qui font le boulot, qui boulent même. Et visuellement, quand tu regardes les Bulls jouer cette saison, tu te dis c'est pas trop mal et tout. Ensuite, les statistiques vont dans ce sens. Hein. Ils ont un rating défensif, je l'ai pas sous les yeux, mais qui est average. En gros, non, c'est ça, mais ils sont autour de la 15e place. Bien sûr. C'est mieux que leur attaque, nettement mieux. Bien sûr, avec en tête de pont, même si offensivement il peut toujours nous décevoir, un monstrueux travail de Chris Dunn, notamment défensivement, pour essayer d'apporter tous les soirs en sortie de banc. Ouais, Wendell Carter Jr. aussi, le jeune joueur. Quand il pouvait jouer, Ouais, qui a joué, pas autant que ce qu'on aurait voulu, mais qui dans l'ensemble est quand même un vrai intérieur qui sait défendre. Ouais. C'est-à-dire qu'il est jeune, mais il sait déjà défendre.
Il sait se placer. Il sait faire les efforts qu'il faut. Enfin, moi, j'aime bien. Il prend peut-être quelques petites fautes un peu trop vite par moment, mais c'est tout. Moi, j'aime bien ce qu'il montre et ce qu'il est capable de montrer. Il a joué une bonne grosse quarantaine de matchs. Bon, il y a eu un peu de blessures et tout, mais on en a quand même vu un panel intéressant et j'aime bien son côté. Il est capable de contrer, d'intercepter, il est capable de défendre intelligemment au poste. Il a vraiment un truc sur la gestion des fautes. Hein. Bien sûr, non, il a tout ce qu'il faut, Wendell Carter, pour exceller. Même si en soi, en attaque, c'était pas trop ça et il a limite demandé son transfert. Thaddeus Young en défense, ça reste quand même un gars qui est capable de contribuer, de garder son homme, de switcher, d'avoir l'expérience des lectures. Donc c'est vrai, défensivement, il y a eu des bons trucs, mais j'étais obligé, Alex, de parler des rotations parce que je crois que, pareil, très peu d'équipes, si on a parlé des blessures, mais très peu d'équipes nous ont autant frustrés et rendus fous de rage de voir du talent et d'avoir des rotations aussi flinguées. Boylen, c'est flingué. Hein. Ce qu'il a proposé est flingué. C'est-à-dire que, tu vois, on a parlé hier des Knicks, on s'est foutu de la gueule de Fisdale. Franchement, ce qu'a fait Boylen, c'est pas vraiment mieux. Le seul truc que Boylen a réussi à mieux faire, c'est qu'il a au moins, tu sentais au moins sur le début de saison, le premier tiers peut-être, tu sentais que les mecs avaient réussi à se motiver pour essayer de défendre. Alors oui, à ça, c'est des rares trucs, tu vois, Boylen, il a ce côté-là et tout. Mais sur ses rotations, sur les tactiques mises en place, sur la gestion des minutes des gars, sur le côté genre Zach LaVine est en feu et en feu, bah tiens, je vais le mettre sur le banc un petit peu pour le refroidir. Ça, c'est insupportable. Alors ça, la spéciale. Tiens, Lauri Markkanen qui galère à trouver son rythme, commence à trouver son rythme. Bah tiens, sort. Thaddeus Young, tu rentres. C'était horrible. On a vraiment pas eu de sensation de régularité dans cette irrégularité. Même au sein de cette irrégularité, on n'en avait pas. C'est-à-dire qu'on se disait, attends, incroyable, on vient de voir un match de Wendell Carter Jr. où dans la raquette, il domine. Comment ça se fait que là, ils sortent maintenant, alors que la match-up est à son avantage? C'est comme si Boylen avait de manière mécanique une feuille avec marqué, comme sur Basketball Manager, genre à la 6e minute, il doit sortir, donc il sort. Pas d'ajustement en cours de match. Non, mais c'est Touquet. C'est ça. Touquet, coaching automatique en fonction des rotations. Ben ouais, trop terminé, compliqué. Merci, au revoir. Alors après, dans le positif quand même, puisque là tu le soulignais, il y a eu du défensif, on ne peut pas non plus nier le fait quand même que d'avoir la saison de Zach LaVine et celle de Coby White, ça lui revient aussi. C'est-à-dire de leur avoir quand même filé à Coby White des responsabilités hyper intéressantes en sortie de banc et d'avoir dit à Zach LaVine, bon bah ok, il y a eu du débat entre Markkanen et Zach LaVine, bah c'est toi le patron. Vas-y, ouais. Non, ça c'est bien. C'est les rares crédits qu'on peut éventuellement mettre à Boylen. On peut aussi les mettre aux joueurs. Hein. Tout à fait. Zach LaVine a passé un cap, il a travaillé, il a amélioré ses choix. Et Coby White, rookie, montre tout de suite que il est là, il a le niveau, il peut jouer en NBA, quoi. Bien sûr, carrément, et qu'il y a un avenir doré pour ce garçon. Ouais. Le coup d'œil dans le rétro, il est forcément déprimant parce que, bah, voilà, comme on l'a dit, 22 victoires pour 43 défaites, donc tu es loin, en tout cas, des projections qui étaient faites en début de saison. Impossible de compter sur Otto Porter Jr. tout le temps blessé. Le All-Star Game. Il a joué 15 matchs, lui. Ah non, trop compliqué. Le All-Star Game se joue chez toi, à Chicago. Tu as un bête de match, mais tu n'as pas Zach LaVine qui est là. Donc tu regardes ça gentiment à la télé. Bref, c'est une année de plus dans le flou, dans le marasme. Quelques épisodes positifs, mais beaucoup de soupirs et de frustration. Notamment, moi j'ai vu des copains fans des Bulls sur les réseaux sociaux qui se pointaient pas du tout avec le même enthousiasme que par le passé sur les matchs. Trop compliqué. Ouais. Non, c'est compliqué, c'est très compliqué. Surtout qu'en plus, c'est d'autant plus frustrant que on va en parler pendant toute cette vidéo, mais putain, t'as un noyau de joueurs intéressant. Hein. De quoi faire du travail. Nous sommes d'accord. Ça pourrait peut-être être une grosse section de cette vidéo. Voilà. On verra. Mais dans tous les cas, Alex, tu le sais, une fois qu'on a fait le coup d'œil dans le rétro, on doit s'occuper des finances. Ouais, on s'intéresse aux flouses. Exactement. Eh bien, c'est l'heure de regarder où est passé l'oseille. Mais où est passé l'oseille? Les pépettes. La caillasse. Yes, sir, le flouze, comme j'ai dit, ouais, la moula, tout ça, le pèse, on l'avait pas sorti, ouais. Le pognon, évidemment. Hein. Exactement. Hein, l'argent, sinon. C'est ça, la poche arrière. Les biftons. Le bifton, ouais. Le bête. Dans tous les cas, on va parler de fric, puisque dans cette section, pour chaque équipe, on regarde un petit peu l'état des finances. En quel état de santé est la banque? Est-ce qu'elle se lave les mains et reste chez elle? On va regarder ça, Alex. Justement, qu'est-ce que tu as observé dans les finances des Bulls?
Bah, y a un gros problème, hein. Ça commence par O et ça finit par Toe Porter. Ouais, c'est ça. Mais Est-ce que ça finit par Autoport et ça finit par Terre Junior? ouais, c'est ça. Mais voilà, ça c'est le gros problème des finances des Bulls. Cette saison, le mec, j'ai vérifié, il a joué 14 matchs. Et pour la saison prochaine, il a une player option, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une player option à plus de 28 millions. Est-ce qu'il va Autant vous dire qu'il va la prendre? Est-ce qu'il va la prendre? Non mais c'est l'unique problème, parce que si tu sors de là, je veux dire, t'as Zach LaVine. Là, il est bien son contrat. Hein. Après cette saison, il en a encore deux, à 19 millions et demi chacune. Au fur et à mesure que les jours y passent, le deal de Zach LaVine passé il y a 1 an et demi a une bonne gueule. Hein. Thaddeus Young, il en a encore une à 13,5. Après, il a une saison avec Team Option à 14. Ouais. C'est tout à fait honnête. Satoransky tourne autour des 10. Bon, Felicio, tu payes encore Felicio, tu peux te demander pourquoi. 7 millions et demi. Après, t'as Chris Dunn. Va falloir faire un gros choix sur Chris Dunn, mais au moins, t'as un choix à faire. Est-ce que tu prolonges pas? Est-ce que tu lui files la qualifying? On va voir. Et après, t'as des contrats rookies encore. Hein. Kobe White, Mark Cannon, Carter Jr., Archie Diacono, Chandler Hutchinson. Enfin, t'as pas mal de mecs qui coûtent pas trop cher pour l'instant. Ouais. Daniel Gafford et tout. Archie Diacono, c'est plus un contrat rookie, si je crois. Enfin bref, c'est un détail, mais je crois qu'il Non, c'est pas un contrat rookie, t'as raison. C'est un contrat pas cher. Il gagne 3 millions par an. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont des faibles montants. En gros, tu as Otto Porter Jr., tu croises les doigts, tu touches du bois, tu sors les pattes de lapin ou les pattes de taureau et tout, tu vois, les pattes de taureau, tout ça. Et t'espères que sur un malentendu, le type va pas prendre sa player option. Moi, ça me paraît impossible. Non, mais stop. Et après, t'as deux choix à faire. T'as le cas Chris Dunn et le cas Denzel Valentine. Voilà. Qui sont tous les deux à la fin de leur contrat rookie respectif. Et donc, ils peuvent éventuellement être en qualifying offer ou se faire prolonger. C'est ça. On a vu Denzel Valentine retourner un petit peu dans la rotation là, sur la deuxième partie de saison et d'avoir quelques moments intéressants. Donc, ça reste un joueur qui a montré des choses bien, mais qui ensuite n'a pas pu continuer soit par blessure ou par embouteillage. Il y a un embouteillage. Il y a des embouteillages à la main, il y a des embouteillages au poste d'arrière, il y a des embouteillages aussi un petit peu à l'intérieur. Ce ne sont pas des gros embouteillages, mais qui vont mener tout à fait à des décisions financières importantes de la part du management. Donc, la question qu'on peut se poser, Alex, c'est par rapport à Otto Porter Jr., dont on connaît le contrat. Il a été récupéré notamment de Washington pour essayer de voir ce que ça pouvait donner en ailier, en pur 3, qui peut défendre, pas trop demander le ballon, mettre ses 3 points et créer un petit peu. Dans le cadre d'une player option qui est activée, mettons-nous d'accord. On attend le camp d'entraînement, on voit comment est-ce qu'il peut revenir le plus possible à fond. Si ça se passe très bien, il contribue à des Bulls qui progressent, parce que quand il joue bien... Oui, il est pas si vieux en plus, hein. Il a quel âge lui? Ah non, ça va. 26-27 quoi. Max, ouais, je pense, ouais, même. Ouais. Donc normalement, quand il peut jouer, il faut pouvoir compter dessus, puisqu'il apporte des éléments intéressants qu'on a vus chez les Wizards. Ouais. Par contre, si à partir de quoi? C'est à partir du 1er décembre, si la NBA a une saison à peu près normale, à partir du 1er décembre, tu passes des coups de téléphone? Bien sûr. Même à l'intersaison, t'en passes à mon avis. Ouais. Ouais. Il y a peut-être des équipes qui vont te... Après, faut voir ce que tu vas récupérer. Est-ce que t'as pas plus intérêt à rien récupérer, à le laisser partir? Enfin, je sais pas. Je lui laisserais bien quand même la possibilité, parce que le dossier médical est assez flou. J'aimerais lui donner la possibilité de jouer quoi, pour essayer de voir en ça donne, parce que moi, aujourd'hui, tu me demandes une image précise de Otto Porter aux Bulls, je sais même pas si Mario existe. Enfin, tu te dis, genre, attends, mais il est arrivé il y a combien de temps? Et on n'a même pas pu trop le voir jouer, quoi. Donc, lui donner au moins l'opportunité pour se faire un avis précis. Je suis d'accord. Avant de potentiellement le transfert. En tout cas, oui, tu l'as dit, c'est vraiment lui le poids lourd dans les finances de Chicago. Comme on l'a aussi souligné, on le redit, vraiment le deal de Zach LaVine prend vraiment en qualité au fur et à mesure que les jours passent, hein, puisqu'il est vraiment pas payé cher pour ce qu'il fait. Finalement, non, tout à fait. C'était dans le même range que Aaron Gordon, si je dis pas de bêtises, à peu près à cette ère-là. Hein. Ouais, et puis les deals de vétérans, là, Thaddeus Young, Thomas Satoransky, c'est pas des mauvais deals, quoi. C'est pas trop cher, c'est pas trop long. Au moins, tu n'as pas ce problème-là. Et donc, forcément, s'il y a un problème, Alex, transition de la mort qui tue, je pense qu'on va devoir en parler. Le hashtag. Exactement, c'est l'heure du point tactico-technique. Le point tactico-technique. Alex, on dit quoi? Hashtag expert avec un grand H.
Comme. Bien sûr, tout le monde sait orthographie expert maintenant. C'est ça. Bon, là, l'avantage au moins, c'est que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, j'ai envie de te poser une question. Toi, par exemple, ce serait quoi ton 5 majeur là, avec ces boots là? Tu mets qui à la main? Alors attends. Déjà, je fonctionne par intouchable. Au poste derrière, j'ai Zach LaVine. Ouais. Au poste de pivot, j'ai Wendell Carter Jr. Ok. Au poste d'ailier fort, j'ai Lauri Markkanen. Ok, je suis d'accord. Au poste 3, allez, merde, je peux avoir du Otto Porter Jr. T'as pas trop le choix pour l'instant. Tu mets J'ai qui pas sinon? trop le choix. Je veux dire, j'aime Tu bien. mets Denzel Valentine sinon? Non. Et quelque part, j'aime bien, comme on en avait parlé pendant la preview en début de saison dernière, d'avoir peut-être Tadeusz Young qui peut faire le taf en titu ou pas, à voir, mais je le garde en sortie de banc. Et pas en 3 en tout cas. Et si ça le fait trop chier, je me rends compte que c'était une erreur. Mais dans tous les cas, je garde ça. À la main. Ah putain. Allez, moi, je suis pas content en soi du travail de Thomas Satoransky. J'attendais beaucoup plus. Mais j'aime trop ce qu'apporte Kobe White en sortie de banc pour le freiner dans sa progression en lui mettant des responsabilités de meneur-distribueur parce qu'il y a de la gonfle à distribuer, quoi. Et à côté d'un Lavine qui peut avoir la balle en main en plus. Voilà. Donc moi, tu n'envisages pas Chris Dunn? Ah si, pourquoi pas, mais en fait j'ai tellement apprécié, c'est horrible comme phrase, mais j'ai tellement apprécié la doublette Chris Dunn, Kobe White en sortie de banc, que pourquoi pas Chris Dunn en 5 majeur, donc du coup Thomas Toi tu mettrais quoi? Moi je mettrais Chris Dunn à côté de Zach LaVine, ouais, j'aime bien le côté, je pense que Chris Dunn peut décharger pas mal LaVine de défense sur des postes 2, tu vois. Alors je suis totalement d'accord Alex, juste c'est impossible de faire ce point tactique sans prendre une décision au niveau du management et du salaire, quoi. Genre si tu veux Chris Dunn, il faut qu'il reste en fait. Ouais. Ah ben moi je pense que c'est pas. Je pense qu'il y a, il y a une discussion à engager. Ça va Chris Dunn. Chris Dunn, Mais donc... il est bon, mais il vaut combien Chris Dunn là bien demain? sûr. Vas-y, dis-moi, toi tu le payes combien Chris Dunn? Non, mais Chris Dunn pour moi, en fait. Combien c'est ça 4 ans, c'est quoi? C'est 60 sur 4 max 50 ouais, 50 je pense que c'est 12 sur 4. Je pense que c'est 12,5 ou à peu près l'année. Et ben si Chris Dunn il est prêt à prendre 50 sur 4, moi je suis les boules, je te donne. Alors, t'as la place et oui, tu as un intérêt, je trouve, tactico-technique. Pourquoi pas? Ce que je veux juste dire par là, c'est que le message quand même que tu as envoyé et qui est contradictoire, mais je suis d'accord pour couper l'herbe, c'est ok, on est allé chercher Thomas Satoransky, on le paye quand même 10 millions l'année, on va le mettre en sortie de banc là, après une année. Ok, pourquoi pas? Mais je suis d'accord moi en soi. Il m'a pas ébloui juste... moi perso, après non, je me trompe peut-être. Hein. Ah non, il mais m'a pas ébloui moi. Moi pour moi, Satoransky c'est pas un poste 1 titulaire en NBA pour l'instant, il m'a pas montré. Moi non plus, je suis d'accord. Mais est-ce que son profil va avec celui de Kobe White aussi bien que celui de Chris Dunn? Non, pas tellement, mais ça risque d'être lui le dommage collatéral de cette affaire. Mais on est en NBA, quoi. On n'est pas dans Alice au Pays des Merveilles, quoi. Donc, t'as 4 guards, t'as LaVine qui est intouchable, et après, t'as 3 mecs, Satoransky, Dunn, Kobe White, qui sont des 1 qui peuvent tous un peu jouer 2, t'es d'accord? Enfin, tu vois, c'est tous un peu des 1 un peu combo. Bah moi, Satoransky, je pense qu'il est numéro 4 de cette rotation. Alors, pourquoi pas? Je pense, après... Je prolonge un peu dans la question que tu avais posée initialement. En effet, il y a ce 5 majeur qui est en place. Stratégiquement, inutile de le rappeler, on a souligné en début de vidéo qu'on était totalement frustrés par la rotation. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait comme rotation? Parce que là, ce qu'on a vu cette saison, si on avait pu modifier quoi que ce soit... quand même, il y avait trop de choses qui n'allaient pas. On ne peut pas faire le point tactico-technique sans taper du poing sur la table et dire merde Jim Boylen, comme on l'a déjà redit. Hein. Mais là, juste, pour avancer un petit peu dans le sujet, se dire bon, comment est-ce qu'on aurait fait les choses? Toi, tu aurais donc mis Chris Dunn en titulaire. Pourquoi pas? Oui, je pense que de tous, c'est le plus complémentaire de Zach LaVine. Très bien. C'est ce que je pense. Est-ce qu'on n'aurait pas fait rentrer peut-être plus tôt Tadeusz Young pour qu'il arrête de gueuler et qu'ensuite on donne de longues minutes à Lauri Markkanen, pour qu'il puisse trouver son rythme au fur et à mesure? Pour moi, Lauri Markkanen, c'est Wendell Carter qui sort quand Tadeusz Young rentre. D'accord. Pour moi, hein.
Moi, je préférais voir Lauri Markkanen genre jouer tout le premier quart. D'accord. Pour voir un peu. Après, s'il démarre et que c'est trop mauvais, tu peux faire un autre changement. Mais il faut pas s'arrêter à des rotations fixes. Je pense qu'il y a plein de matchs où Lauri Markkanen peut jouer tout le premier quart. Ou alors, si tu sens que son adversaire direct le fait trop chier, dans ce cas-là, c'est lui que tu sors et tu fais rentrer Tadej Young et tu le fais jouer à côté de Wendell Carter. Pourquoi pas la Markkanen peut jouer 4 et 5 pour moi. Oui, il est capable sur quelques séquences. Je te dis pas que c'est idéal de l'avoir en 5. Non, bien sûr. Mais, quand tu joues les Rockets, tu sais qu'il peut jouer pivot, ouais, ça c'est sûr. Tu vois, il y a plein d'équipes aujourd'hui en NBA contre lesquelles Markkanen, il peut jouer le pivot adverse. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça va, quoi. Moi, la seule interrogation, c'est que là, on va y venir après dans une grosse question, mais par rapport à ce qu'on a vu, on vient de parler de la main, et donc il y avait la possibilité en soi de mettre tout à fait du Chris Dunn en titulaire. Au poste d'ailier, il y a eu des essais, il y a eu du Hutchinson, le problème, quelques matchs d'autoporteur, mais c'est faiblard quand même. Derrière, c'est assez faiblard. Donc il y a eu des ajustements tentés à droite à gauche et c'était un peu compliqué. Zach, moi j'ai pas grand chose à redire. Dans son utilisation et dans sa progression, je trouve que c'est un des rares cas où on n'a pas grand chose à retoucher. Il est intouchable. Il est intouchable et derrière lui, il y a les gardes qu'on a dit tout à l'heure, là, Satoransky, Chris Dunn, Kobe White, même Arcidiacono, tu le fais rentrer dans cette rotation-là et tu bricoles. Mais Zach LaVine, il joue 35 minutes par match, il n'y a même pas de discussion pour moi. Donc c'est au poste vraiment, c'est sur le secteur intérieur qu'on aurait pu s'attendre à un petit peu plus de régularité dans les choix, même dans l'utilisation d'un Daniel Gafford par exemple. Hein. Ouais, en fait c'est ça qui est frustrant. C'est certainement comme ça qu'on va arriver gentiment à notre question de la mort, c'est que tu vois la discussion qu'on a là, c'est pas comme avec les Knicks ou avec les Pistons, c'est tous les vidéos qu'on a fait avant. Là, il y a de la cam, là. Il y a des joueurs. Je te dis pas que t'as un effectif pour jouer le titre, je te dis juste, t'as de la cam, là. T'en as. T'as des choix à plusieurs postes. Sur la rotation intérieure, on est quand même entre Wendell Carter, Tadej Young, Lauri Markkanen. En bout de banc, t'as un petit Luke Cornett qui va rentrer quelques tirs. Tu vois ce que je veux dire? Genre voilà, sur les postes de garde, on est là, Satoransky, c'est le numéro 3, c'est le numéro 4. Enfin, tu vois, genre, il y a des joueurs. Bien sûr. Et par rapport aux joueurs qu'il y a, c'est là où je te rejoins complètement. Genre, Boylen, il nous a frustrés parce qu'il n'a pas du tout exploité. Alors, il y a eu des blessures. Ok. Indéniable, c'est sûr, mais il n'a pas du tout exploité les nombreux talents en fait qui pullulent dans cet effectif. Tout à fait, ce qui est le signe d'un grand coach, hein, c'est de s'ajuster malheureusement aux aléas d'une saison et de savoir sur quel bouton appuyer. Je suis assez d'accord. Le point en fait en soi tactico-technique, là on va l'écourter, c'est qu'on va passer sur une grosse question de la mort si ça te va. Bah là déjà on en a bien parlé. On a déjà bien parlé, mais on va surtout enchaîner parce que c'est forcément lié à ça. Alex, tu es chaud? Allez vas-y, au revoir. Eh bien c'est l'heure de la question de la mort. La pregunta de la muerte. Tout à fait, c'est la question de la mort pour chaque franchise. On se pose une grosse question avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a envie de voir à venir. Une grosse interrogation, la suivante. Tu viens de le souligner, Alex, et je pense que les gens sont d'accord, qu'ils soient fans des Bulls ou non. Il y a du talent dans cet effectif. Mais quand on voit ce qui se passe avec Jim Boylen, blessure ou pas blessure, il y a trop de signes qui nous donnent envie de passer à autre chose. Quel coach faut-il pour utiliser au maximum le talent des Bulls? Ouais, parce que tu vois, là, pendant la petite transition, là, je regardais rapidement. Là. C'est vrai qu'il y a eu des blessures, mais enfin, Zach LaVine, il a joué 60 matchs. Markkanen 50, Wendell 43, Thomas Satoransky 65, Kobe White 65 également. 65, c'est le nombre de matchs joués par les Bulls, tous les matchs donc. Chris Dunn 51, Tadej Young 64. Donc tu vois, Arcidiacono 58, enfin je veux dire... Il y a eu des blessures, mais il y a quand même un vrai fond d'effectif où son vrai souci tactique s'est porté sur le poste d'ailier avec la blessure d'autoporteur. Oui. Et le mec, en gros, il a eu un souci tactique plus quelques blessures et il a été complètement noyé direct, en fait. C'est ça. Et même quand il avait tous ses joueurs, il nous semblait assez noyé. Mais maintenant que... faut qu'il dégage. On a parlé de ça. Voilà, c'est surtout ça le postulat, c'est... peut-être qu'il y a des fans des Bulls qui vont nous dire le contraire, mais je pense qu'on est d'accord, Alex, sur le fait qu'il doit y avoir un changement d'entraîneur. Là, ça y est, le test intérimaire plus une saison complète a assez duré. Peut-être que pour certains, ça va être jugé trop tôt et qu'ils vont nous dire attendez, ce serait bien qu'il ait son effectif sur 82 matchs. Mais même en l'ayant, j'arrive pas à être confiant, quoi. Non, pour moi, faut changer là. Faut changer. Donc, si la saison reprend, tu reprends avec Boylen et tu finis avec Boylen. De toute façon, ça va être compliqué d'aller en play-off. Donc, et encore que c'est pas fini pour les Bulls. Ouais, mais attention. Ouais, mais sur la pointe des pieds, la méthode aura été dégueulasse.
D'accord, mais mathématiquement, l'Est est tellement crade que t'es à combien de matchs? Ah si, c'est fini, pardon, autant pour moi. Non. Il y a une petite Je les voyais marge plus avec les proches. Nets. Je les voyais plus proches que ça du Magic. Moi, j'ai le Magic dernier, moi. Ah. Je les Là, voyais du top plus 8. proches. Non, ils sont à 8 matchs, là. Non, ils sont trop loin. Ok, c'est fini. Donc, la saison reprend. Tu finis vite fait ta régulière avec Boylen et après, il dégage. C'est ça. Et Pour donc, l'avantage en soi et l'opportunité qu'il faut saisir, c'est qu'on l'a déjà mentionné dans d'autres apéros, si en soi la free agency des joueurs ne devrait pas être folle vu les clients qui sont là, attention au tourniquet des entraîneurs. Attention au nombre de coachs qui pourraient être disponibles sur le marché et qui vont voir les Bulls avec ce nombre de talents, avec l'image de cette franchise, pourraient venir. Oui. On vient de voir Kenny Atkinson bouger. Bon. Est-ce que tu essaies de choper quand tu vas au Bulls, quand t'es les Bulls? Alors on en a parlé avec Ça peut Phoenix. être le bon entraîneur, hein, lui. Hein. De toute façon, tout à fait. Mais de toute façon, il va y avoir un De toute ajustement. façon, lui, il va avoir des propales. Hein. Ça, c'est sûr. Et il va y avoir un jeu de domino très clair. C'est-à-dire qu'il y a des franchises qui vont être en pole position, où il va y avoir des spots, et où en fait, soit ça va être conservé, soit non. C'est-à-dire que je te sors un exemple. Vas-y. Peut-être que ça en fait chier certains, mais je me dis que si tu prends par exemple les Lakers en soi, normalement tu te dis tout est ok, Frank Vogel, ça cartonne, il y a même moyen qu'il soit coach de l'année, etc. Bon, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi avoir en fait une saison où en fait tu n'as pas le titre et où il y a des décisions qui sont prises. Il existe un scénario dans lequel un mec comme Frank Vogel devient disponible et où en fait tu as Jason Kidd qui débarque. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis que c'est un potentiel. Tu as des équipes où en fait, comme on l'a déjà dit dans un apéro précédent, où tu vas voir qu'en fait Philly, ils arrivent au bout d'un certain stade et que Brett Brown il devient disponible. Ouais. Que les Rockets ils sont en fin de cycle et que Mike D'Antoni est disponible. Quinn Snyder? Quinn Snyder n'est pas à l'abri. Tout à fait. Quel est le profil de coach qu'on a envie de voir avec ce groupe de Bulls? Il faut une... Il faut... Kenny Atkinson? Comme profil, hein, je parle du profil. Je dirais le profil qui développe, qui force l'équipe à jouer dur, mais qui a beaucoup de continuité dans sa tactique, quoi. Moi, je ne serais pas contre... Ouais, je serais pas contre Brett Brown. Je trouve que Pourquoi malheureusement, pas avec ce qui se passe à Philadelphie, souvent on lui tire un peu dans les pattes parce que oui, il y a un cap en fait. Il y a un cap à passer et dans l'utilisation de ces joueurs, on voit qu'il y a un espèce de blocage. Est-ce qu'il a été aidé aussi par le recrutement de son management? Ça, c'est un autre débat, on en parlera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, j'ai des jeunes joueurs à fort potentiel et je vais essayer de les installer durablement dans l'eau de la conférence Est, Brett Brown, il a ça sur le CB quand même. C'est vrai. Donc j'observerai très fort ce qui se passe à Philadelphie. Donc, profil à la Brett Brown, profil à la Atkinson. Est-ce que... Thibodeau est disponible, mais il va pas revenir non, aux Bulls, faut on pas revient exagérer pas. non plus. Je le balance dans la mare. Si les Pacers sont pas contents, Nick McMillan. pas trop ta cam. Non, ça l'a jamais été, mais je dois reconnaître qu'il a des résultats quand même tout à fait bons hein, avec les Pacers. Hein, donc je peux pas nier la qualité du mec. Hein. Ah, Oladipo est passé All-Star, Sabonis est non, passé non, All-Star. mais tout à fait. C'est pour ça que je te dis. Ça se trouve, lui, tu lui files des Mark Cannon, des Zach LaVine, des Kobe White et tout ça, il t'en fait un truc vraiment cool. Hein. Donc c'est possible, possible. À ce moment-là, quand on a, c'est une projection, hein, c'est-à-dire qu'on voit à peu près des coachs qui pourraient être potentiellement libres. Mais Alex, moi je vais te demander en soi ton scénario idéal. Allez, on a la baguette magique là, on a dit que Boylen is bar, on est le 4 juillet, ou le je sais pas combien septembre là, et il faut recruter un coach, qui t'appelle? Ça se passe mal entre le Jazz et Quinn Snyder. Et je suis Chicago et je l'appelle direct. Stylé. Genre le Jazz, tu vois, la saison reprend. Le Jazz, il y a quand même des possibilités que leur vestiaire ait pris un petit peu cher. C'est possible, hein, tu vois. Tu te fais encore fumer par genre Houston au premier tour de playoff. Et le management te fait bon. Allez, Quinn Snyder. Tu vois. Désolé, mais non. Et là, Quinn Snyder se retrouve dispo. Moi, je suis les Bulls, mais putain, je me jette dessus. Parce que coach qui a montré qu'il était capable de... Alors lui, dans le genre, j'ai montré que j'étais capable de développer un projet avec des jeunes. Là, oui, je crois qu'on peut le dire. Hein, t'es d'accord? Bien sûr. Donne-lui Zach LaVine, Mark Cannon, Thaddeus Young, bon, c'est plus un jeune, Wendell Carter, Kobe White à l'Est.
Ouais, bien sûr. Avec des mecs qui savent défendre en plus, hein, parce que tu gardes Chris Dunn éventuellement, Thaddeus Young, Wendell Carter, tout ça, il y a des mecs quand même qui savent un peu défendre. Non, tout à fait. Tout à fait. Moi j'aime bien. Voilà, tu me donnes une baguette magique, genre tu vois, genre en mode mon scénario idéal pour les Bulls, c'est celui-là, moi. Très bien. Bah, je t'avoue que faudra voir ce qui se passe avec Utah, hein, parce que forcément, ça c'est l'idéal de l'idéal. On n'y est pas. Hein. Et les fans de Utah, ils vont me haïr. Là. Ouais, voilà. Et puis c'est comme les fans de Denver. Hein. Hop là, finalement, encore ça stagne à Denver. Et puis évidemment, lol, Mike Malone part. Non, pas du tout. Peut-être en un tout petit peu plus probable. Je venais de la souligner, l'option Brett Brown. Je pense qu'il faut la considérer avec un certain sérieux et de se dire que ok, il a ses limitations et peut-être que les Sixers vont se bouffer les doigts en se disant bon bah voilà, on n'a pas réussi à passer ce cap avec Brett Brown. Mais on l'oublie souvent parce que c'est comme ça que fonctionne la NBA. Mais Brett Brown, il s'est tapé tout le putain de process. Il s'est tapé tout ce ok, filez-moi la plus grosse merdasse possible et je vais vous en faire quelque chose de très bien avec les joueurs qu'on me file. Et moi, j'aimerais bien que Brett Brown soit dans une situation où bon, on lui donne un nouveau projet comme ça de reconstruction. Et puis moi, ces playoffs l'année dernière, faut pas oublier qu'il s'est fait battre au Game 7 par un shoot absolument hallucinant de Kawhi Leonard. C'était très serré, ça se joue sur un shoot incroyable. C'est ça. Avec un Embiid à 50%. Donc moi j'ai du respect pour... je pense qu'un Brett Brown à Chicago, ça peut fonctionner. Et Kenny Atkinson, de toute façon, lui, il peut aller partout, en fait. C'est ça. Et en fait, en soi, il peut aller partout, ça c'est sûr. Mais comme on l'a dit, ça va être un jeu de domino. C'est-à-dire que les coachs vont aller dans les franchises où il y a le plus de possibilités. C'est-à-dire où tu as le plus de liberté dans ton decision making, où tu as le plus d'affinité aussi avec ton management, et où tu sens que tu peux avoir une mainmise sur ton groupe. Et bien là-dessus, sûr. Chicago propose quelque chose d'intéressant. Je veux dire, les Knicks, en soi, on adore, mais les Knicks, on l'a dit, à partir du moment où tu fous un orteil dans les coulisses du MSG, t'as Dolan sur la nuque. Et puis Chicago, ils ont des bons contrats là, sur pas mal de joueurs. Hein. Voilà, c'est un projet qui est intéressant. T'arrives, t'as au moins 2 saisons devant toi avec ton noyau là. C'est ça, pour monter une hype avec un bon stade, une pure mascotte, des vrais fans, etc. Donc je pense que Chicago, dans ce manège des coachs, va être bien placé et surtout doit être bien placé parce que c'est rare d'avoir des étés comme ça où il y a autant d'entraîneurs qui peuvent être disponibles. Ne vous foirez pas, ne nous conservez pas Jim Boylen. Je pense que là-dessus, en effet, comme on l'a dit, on est d'accord. Non, je pense que quand même là. On est d'accord. Et juste par rapport à ça, une dernière question, Alex. Donc on a dit c'est le coach. Juste comment est-ce qu'on s'occupe du dossier Thad Young qui était vraiment démotivé, etc., et qui était une des grosses signatures des Bulls. Avec le nouveau coach, on lui dit t'inquiète mec, on va te mettre bien. Ouais, tu peux tenter ça et si vraiment il est pas content, tu le trades, hein. Faut pas exagérer non plus. Hein. Il est bon, mais ce n'est que Thaddeus Young. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais si tu dois trader Thaddeus Young pour récupérer Taj Gibson, ou non, Taj Gibson il vient de Chicago, mais tu m'as compris quoi, un joueur comme ça, ou que tu peux arracher, je sais pas moi, tu bricoles, t'as Jeremy Grant, tu chopes Jeremy Grant aux Nuggets, ou tu chopes bref, Maurice Harkless, Aminou, un truc, enfin ça va quoi, faut pas exagérer, genre ça des Young, si vraiment il est pas content à Chicago, pour moi je suis le management, c'est trade direct, parce qu'en plus tu vas trouver preneur. Hein. Ah oui, t'as dit. Parce que son contrat est tout à fait bon et tu sais ce qu'il t'apporte, donc tu vas trouver preneur direct. Donc pour moi, malheureusement, si vraiment il se sent pas bien et qu'il est pas content et qu'il est démotivé, liste des transferts. Non, je suis d'accord. Et il n'y a pas à insister. Je suis d'accord. Et en tous les cas, dites-nous ce que vous pensez par rapport à toute cette situation et cette question de la mort. Que faire au niveau du coaching ? Qui viser, hein, c'est vraiment le thème là, de ces dernières franchises. Forcément, quand on est dans le bas de la ligue, on se pose des questions sur le coach. Hein. C'est comme ça, c'est la logique. Par contre, Alex, nous, je crois qu'on va devoir s'occuper du peuple. Allez, The Golden, The Girard. C'est l'heure du Girard d'or. Le Girard d'or, le Girard d'or. Ouais, c'est le Girard. Oula. Ah, c'était pas... Ah, c'est réussi. Bien joué, GG la spatule. C'est le Girard d'or. Vous le connaissez. C'est le trophée du peuple. Sur ses reviews, eh bien, on regarde ce qui s'est passé. On s'intéresse à un joueur. On a hâte d'observer ce qu'il va donner la saison suivante. Alex, qui est ton Golden Girard ? Monsieur Kobe White. Young Kobe. Yeah. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. Ah ouais. J'ai beaucoup aimé. J'étais déjà assez fan de lui quand il est arrivé. J'étais assez excité de le voir jouer en NBA. Bien sûr.
vraiment un 6e homme né, hein, comme on en avait un petit peu parlé. C'est un 2, c'est un combo 2, quoi, combo guard. Il a le bon physique pour ça, il a la bonne vitesse, il a une belle vision, il a un bon handle, il perd pas trop la balle, hein, il perd pas trop la balle, ça pour un jeune joueur. Quel âge il a, Kobe White? 20 piges. Il a fait ouais, qu'une 20 année, piges. hein. Ouais. Première année, déjà, finalement, enfin, il a quand même, quand il est sur le terrain, il a la balle en main, hein. Il perd pas beaucoup la balle. Il a fait beaucoup de matchs, Kobe White a fait beaucoup de matchs où il est resté 20, 25, voire des fois 30 minutes sur le terrain sans perdre le ballon. Sans Non, c'est clair. perdre le ballon. Et alors la deuxième partie de sa saison, incroyable. Là, juste avant que la NBA soit suspendue, Kobe White enchaînait les matchs. Il était en train de montrer, il était en train de monter en régime violemment. Sale. D'ailleurs, il se mettait aussi à perdre un peu plus de ballons, aussi parce qu'il jouait de plus en plus et tout. Oui, puis trouver son il est rythme capable. aussi. Moi, j'aime bien ce côté-là. Le côté genre, on verra comment il évolue, on verra dans quel genre de poste et dans quelle utilisation il va être chez les Bulls, mais je trouve que le talent est là. Il a un côté assez all-around, il peut scorer, évidemment, ça on l'a vu, hein, quand il commence à prendre feu, il est vraiment très dangereux. Gérard Total, ouais. Très dangereux. Ensuite, il peut prendre des rebonds, il fait de la passe d'ess, il intercepte un petit peu. Pas encore un foudre de guerre en défense, hein. Il a encore du boulot là-dessus à ce niveau-là. Mais moi, il y a le bagage. Il y a le bagage pour ouais, moi je l'adore en 6e homme. Je pense qu'il a une grande carrière devant lui, au minimum en 6e homme. Ouf, ouais, même son mieux, talent est indéniable. Ouais, exactement, voire mieux. Après, on verra, tu vois, au minimum en 6e homme. Après, on verra est-ce qu'il devient poste 1 titulaire ou poste 2. Quel est son vrai poste en fait? Ça peut être ça son principal inconvénient, on va dire. Ouais, parce que ça, c'est quoi son vrai poste? C'est 1 ou c'est 2? Bah, tu sais, ça après, bon, on met souvent des étiquettes. Pour être titulaire, c'est important. C'est à côté de quel. C'est plutôt un profil en fait à côté. À côté de quel profil tu le mets? Tu le mets à côté de Zach LaVine? Ou tu le mets à côté de Chris Dunn? Non, je pense que dans l'évolution de Kobe White, quand tu vois à quel point ce talent offensif est fort, je pense que c'est un 2 à côté de qui tu peux mettre idéalement un meneur grand et défensif. Est capable de shooter de loin pour sanctionner. Quand tu vois sa capacité à pénétrer, à passer son épaule, moi je te suis totalement. Il fait une superbe saison rookie, mais je crois qu'en fait là, lui, il va complètement chambouler les projections et qu'il va dire les gars en 6e homme en fait. Bah non, ça c'est. Et puis surtout, il distribue pas trop mal hein, déjà. Bien sûr, non, il est capable. Hein. Non, mais tu peux le mettre, tu peux le mettre sans trop de problèmes. Ouais, c'est ça. Moi j'allais dire. Non, mais un peu de progression à avoir dans les choix de tir. Oui, bah ça après c'est ce qui va. Ça lui permettra d'améliorer ses pourcentages. C'est ce qui fait qu'il peut taper des gros matchs à plus de 30 points, hein, mais. Voilà. Mais je pense en tout cas qu'il y a un plafond qui va exploser pour lui et en fait il va devoir forcer son spot de titulaire, hein, je crois. C'est mon Gérard, j'ai très très hâte de voir la suite de sa carrière. Je suis bien d'accord, Kobe White, hyper excitant à regarder du côté des Bulls. Chez les rookies, j'en prends un autre. Toi Monsieur Daniel Gafford. Daniel Gafford, que en fait j'aime beaucoup regarder jouer parce que non, ce n'est pas un joueur capable d'être parmi les futurs titulaires des Bulls. J'aime beaucoup le garçon, mais quand tu vois qu'il y a Wendell Carter Jr. et du Lauri Markkanen, c'est non envisageable. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que comme on l'a déjà vu, Wendell est plus jeune que lui. C'est ça, mais enfin oui, en tout cas, surtout il est juste meilleur, enfin tout simplement. Oui, mais meilleur et plus jeune. C'est ça. Mais dans tous les cas, Monsieur Daniel Gafford, quand on le regarde jouer, il y a cette identité naturelle très appréciée à Chicago qui est all hustle. On est dans la veine des Joachim, on est dans la veine des Taj Gibson, on est dans la veine des ok, mon équipe doit gagner, je donne mon corps à la science. Et puis il y a bestiaux. Et il y a freak total, c'est-à-dire qu'il monte jusqu'à l'âge des 24, il peut switcher sur différents postes. Au contre, s'il faut pareil se casser un bras, une clavicule ou un œil en montant à la protection d'arceau, il va le faire. J'adore vraiment ce qu'il peut représenter. C'est-à-dire que ça ne va pas être le genre de joueur qui sera star en tête d'affiche ou sur les teasers de TNT ou de ESPN. Mais alors par contre, dans une équipe qui doit augmenter, qui doit apprendre à gagner et qui peut compter sur des soldats qui se défoncent pour le nom sur le devant du maillot et ceux qui ne sont pas derrière, moi j'adore. Gafford, on vient de parler hier de garçons comme Mitchell Robinson. Il y a plein de jeunes joueurs comme ça qui ont ce profil. Je trouve que il avait cette image de rim runner, protecteur d'arceau, etc. en sortie de draft. Bah, il a montré même encore plus. Il y a même des petites choses offensives qu'il a développées au cours de la saison.
je suis vachement intrigué. Je sais pas pourquoi, mais il m'intrigue vachement ce garçon dans son cœur, son énergie et dans ce qu'il peut juste représenter dans cette identité. Voilà, on a déjà parlé dans le 5 majeur des Bulls, Kirk Heinrich, Taj Gibson, Joakim Noah, de ces mecs qui se défoncent. J'adore. Non, vraiment, mais tu j'adore. vois, dans une équipe des Bulls qui progresserait sous la houlette d'un bon coach et qui deviendrait une équipe playoffable à l'Est, c'est quand même largement envisageable, ça. Bien sûr. Bah moi, je pense que Daniel Gafford, il a sa place sur le banc. Bien sûr. Et il peut être tellement combinable avec d'autres Il peut gars. être utile, hein. Il te faut un 4 qui stretch, pas de problème. Il te faut un 4 qui pénètre, pas de problème. Non, mais tu peux le mettre avec beaucoup de joueurs, c'est vrai. Tout à fait. Il est pratique. Et donc, pour le coup, évidemment, au niveau des Girards, eh bien, jackpot sur la dernière draft des Bulls, entre Kobe White et Daniel Gafford, on valide fort. Ouais, fort. on valide très fort. Exactement. Dites-nous qui vous avez, vous, en Girard d'or. Nous, on va devoir terminer avec une dernière petite section. Le Projo. Exactement. C'est l'heure du Projostic. Projostic time. La projection, le pronostic. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Le chronomètre, il est là. Vous pouvez le faire vous aussi. C'est simple. En une horloge de 24, on va devoir essayer de donner la liste des courses à faire pour les Bulls pour se préparer à la saison prochaine. Alex, est-ce que t'es chaud ? Allez, on y va. Très bien. 3, 2, 1. Jason Café. Les Bulls, ils ont plusieurs missions. La première, on a suffisamment insisté dans cette vidéo, changer de coach, mettre quelqu'un qui va développer ce groupe de jeunes. Peut-être bien drafté, ils vont encore avoir un tour de draft correct. Et s'ils pouvaient éventuellement, dès l'intersaison, essayer de fourguer la dernière année de contrat d'Otto Porter à quelqu'un, je pense que ça serait intéressant. Wow 23-62. Eh ben voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle être clutch. Magnifique. Je vais essayer de faire un 24 piles. Attention, je suis pas sûr. 3, 2, 1. Top chrono. Les Bulls, on va continuer à croire à ce projet car on l'a dit, la base de talent elle est là. Parfois, le déclic, c'est juste un entraîneur. On l'a dit, il faut un bon entraîneur qui soit capable de mener ces Bulls loin. En plus, il y a des finances qui sont intéressantes. Donc, personnellement, j'y crois. Je vais suivre ça de très près. J'adore la cuvée de draft qui a été recrutée l'année dernière. J'aime qu'il y ait eu enfin un peu de hiérarchisation entre Zach LaVine et Lauri Markkanen. Allez, un petit peu de temps, un nouveau coach et on est pas mal. 24-12. On était pas mal non plus autour des 24 secondes. Dites-nous, vous, ce que vous pensez dans tous les cas de ce qu'on a vu de la part des Bulls sur cette saison régulière 2019-2020, ce qu'ils vont pouvoir peut-être nous proposer si la NBA revient, et évidemment les perspectives de la saison prochaine. Alex, nous on se retrouve demain ? On se retrouve demain. Demain, qu'est-ce qu'on a ? Bouge pas, je te dis ça tout de suite. Ah oui. Demain, on va chez un autre numéro 23. Oh pétard, je sens que ça va être incroyable. Eh ben allez, on se check, on vous fait des bisous et à demain. Ciao.